En 2024, la mobilité est de plus en plus intelligente. Prenons l'exemple des fameuses caméras ANPR. Il y en a environ 400 à Bruxelles. Ce sont des caméras qui scannent les plaques de voitures pour, par exemple, voir si certains véhicules sont autorisés ou non à entrer dans la zone de basse émission. À terme, ce seront des caméras qui pourront aussi détecter des comportements dangereux comme le téléphone au volant. C'est pas encore utilisé à Bruxelles, mais ça pourrait le devenir. Ça, c'est de la mobilité intelligente. Et puis, si on couple cette intelligence artificielle à la mobilité électrique, il y a d'énormes perspectives. On pourrait par exemple utiliser certains véhicules comme des petites centrales électriques. Comment ça fonctionne? On en parle dans le tram avec deux invités. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La mobilité intelligente, un thème passionnant qui va nous occuper pendant les prochaines années, à très long terme même. Alain Dagonier, bonjour, bonsoir. Vous travaillez chez Mac, c'est un fournisseur de solutions en termes de mobilité intelligente. Bienvenue à vous. C'est-à-dire les solutions en termes de mobilité intelligente, en quoi ça consiste? Expliquez-nous un petit peu. Mais donc la société Mac développe des capteurs basés sur de l'analyse d'images et des solutions logicielles qui permettent de récolter toute une série d'informations et de données qui permettent ensuite d'être mises à disposition pour obtenir des analyses comportementales à ce niveau-là. Au terme de mobilité. Alors expliquez-nous un petit peu, ce sont particulièrement les caméras ANPR, les fameuses caméras ANPR, c'est quoi ces caméras? Mais donc les caméras ANPR, à l'origine de reconnaissance de plaques, sont maintenant utilisées pour remonter plusieurs types de données, dont bien sûr la plaque d'immatriculation. Dans le cadre de la zone de basse émission, par exemple? Notamment, ce sont celles qui ceinturent la région bruxelloise et y compris à l'intérieur pour les déplacements. Ça remonte donc là les plaques d'immatriculation, ça remonte les nationalités, ça remonte la marque et le modèle de chaque véhicule. Ça remonte aussi sa vitesse, non pour verbaliser, mais pour avoir une indication. Et tous ces ensembles de données servent à toute une série de fonctionnalités, y compris effectivement à renvoyer les plaques pour voir si les voitures sont verbalisables au niveau de la lèse ou pas, mais aussi pour faire du comptage, des temps de parcours, des origines-destinations, pour voir exactement le comportement des usagers, notamment en région bruxelloise. À terme, ces caméras elles vont permettre de faire pas mal de choses, par exemple de détecter les comportements dangereux des automobilistes, c'est ça? Mais donc, il y a une différence entre les possibilités techniques, puisque nos solutions sont basées sur de l'intelligence artificielle au travers nos caméras sur base de processeurs NVIDIA, et la législation belge. Donc techniquement, on est à capacité effectivement de détecter dans les véhicules la présence d'utilisation d'un GSM ou éventuellement de ceintures de sécurité qui ne seraient pas mises. Ensuite, il y a la possibilité de pouvoir le verbaliser ou l'utiliser dans le cadre législatif belge. La loi ne le permet pas encore. Exactement. C'est une question de vie privée? C'est quoi, quels sont les enjeux à ce niveau-là? C'est une question de vie privée, de vue dans le véhicule, à ce niveau-là où il y a des choix qui doivent être posés entre la sécurité et la vie privée, comme c'est le cas pour chaque évolution à ce niveau-là. Les caméras NPR, c'est quelque chose, c'est un produit que vous vendez bien. Pour l'instant, c'est un produit qui est en vogue justement parce qu'il permet de faire énormément de choses. Oui, c'est ça. En fait, le gros avantage, c'est de ne pas, contrairement à un radar de vitesse pure, de se cantonner à une prise de mesure de vitesse et une verbalisation. Ici, au travers de ces caméras, on mutualise toute une série de fonctionnalités qui soient de la mobilité, de la sécurité ou éventuellement de la répression ou des enquêtes policières sur un même produit. Simplement, ce sont les personnes différentes qui s'en servent à ce niveau-là selon leurs habilitations. Autre service que vous fournissez aussi, hein, vous êtes une boîte bruxelloise, je le répète, l'automatisation des feux de circulation, ça fonctionne comment ça? Et donc, à ce niveau-là, on est présent plutôt en région wallonne qu'en région bruxelloise au niveau de la société Mac. On a des produits bien sûr équivalents à ceux qui sont utilisés. Et donc là, on arrive progressivement à intégrer des données de mobilité, de comptage extérieur pour obtenir une gestion qu'on va appeler plus intelligente des fonctionnements des feux de circulation à proprement parler. Ça veut dire quoi? Qu'on paramètre un feu par exemple qui quand 100 voitures passent là en 10 minutes, on décide de l'activer, il passe au rouge pendant une période un petit peu plus longue, c'est ça? C'est du paramétrage?
on rend modulaires les enveloppes de temps qui sont réparties en fonction des moments de la journée, parce qu'on connaît les habitudes des usagers. Effectivement, par exemple, le télétravail a amené d'autres modes de déplacement, d'autres personnes à d'autres moments. On les étudie et on adapte ces enveloppes de temps de passage pour les rendre plus souples par rapport à la nouvelle façon de se déplacer aux nouvelles heures dans Bruxelles. On est aussi dans le cadre de l'intelligence artificielle, là, ou c'est pas tout à fait le cas? Donc actuellement, les moyens qui nous permettent de récupérer ces données sont au niveau de l'intelligence artificielle. Le fait de les rendre sur le terrain ne l'est pas encore. On est dans des enveloppes de temps qui sont calculées et des capteurs basiques de détection pour aller à des minimums et des maximums actuellement. Est-ce que ça voudrait dire que plus tard, à moyen terme, on pourrait, à l'échelle d'une ville, d'une petite ville, ou alors même d'un quartier, décider que certains feux passent au rouge ou au vert en fonction du trafic? Oui, donc là, on est dans des questions de moyens d'investissement par rapport au coût généré pour la régulation de feu, tout en gardant la sécurité qui est quand même la base première de ces équipements. De manière générale, qui sont vos clients? Ce sont les autorités publiques? Ce sont des autorités publiques, que ce soit la région wallonne, la région bruxelloise, la région flamande, des communes ou des villes à ce niveau-là. Il y a aussi des privés? Des privés, c'est extrêmement rare en fait. Il faut vraiment des cas très spécifiques. Des grosses boîtes par exemple? Des grosses boîtes qui auraient des problèmes d'accès de leur personnel et qui a des répercussions sur des voiries publiques où les autorités communales demandent d'arranger cette problématique, mais c'est exceptionnel. Autre service aussi, le radar tronçon, c'est quelque chose qui fonctionne bien pour l'instant, qui suscite l'intérêt. Pourquoi? Mais disons, le radar tronçon a été développé effectivement par notre société parce que justement, ça permet une mesure de vitesse sur une beaucoup plus grande distance qu'à un point où vous pourriez avoir un arrêt, un redémarrage et une connaissance. Ici, vous pouvez sécuriser en termes de vitesse tout un axe, toute une portion d'autoroute, toute une zone, même courte, 30, complètement à ce niveau-là. Merci Alain Daguenier de nous avoir parlé de ces solutions de technologie qui permettent d'améliorer la sécurité routière. On va se tourner dans les prochaines secondes vers l'avenir de la mobilité électrique, tout en faisant appel aussi à la mobilité intelligente. C'est un enjeu pour demain. Vous connaissez les bornes de recharge pour voitures électriques. Il y a désormais des bornes de recharge intelligentes et on va en parler avec vous. Laurent Devrouille, vous travaillez chez Engie, responsable mobilité durable. Bienvenue, merci d'être dans le tram. Le smart charging, c'est-à-dire le chargement intelligent, en quoi ça consiste? Bonsoir Thomas. Donc le rechargement intelligent, ça consiste à faire varier la vitesse de charge en fonction d'un certain nombre de critères. Ça peut être par exemple, il y a trop de consommation à un moment donné, on va essayer de la réduire un petit peu. C'est un peu comme à la maison, vous ne mettez pas le lave-vaisselle en même temps en marche que la machine à laver et le four. Sinon, il y a un risque de faire sauter l'installation. Pour la voiture électrique, c'est un peu la même chose. Si tout le monde charge en même temps, par exemple le soir en arrivant, en rentrant du travail, ça fait une pointe de puissance sur le réseau qui n'est pas toujours gérable par le réseau justement, et donc la recharge intelligente consiste à lisser le profil en fait de consommation. Une question de puissance, une question de délai aussi, à un moment de la nuit par exemple, on va charger la voiture plutôt qu'à 18h quand on rentre du boulot. Alors ça peut être effectivement pendant la nuit parce que classiquement on a les tarifs heure pleine, heure creuse et que l'énergie coûte moins cher la nuit. Si elle coûte moins cher la nuit, c'est justement parce qu'elle est moins utilisée la nuit et donc il y a plus de réserves sur le réseau. Donc c'est un exemple. Un autre exemple avec l'énergie renouvelable, on est très actif évidemment chez Engie là-dedans. Donc, production d'énergie renouvelable, ça peut être en pleine journée avec le soleil, ça peut être l'éolien aussi. C'est une énergie qui est disponible de façon intermittente, donc elle n'est pas toujours là. Mais quand elle est là, c'est intéressant de pouvoir l'utiliser et donc de charger davantage au moment où elle est produite qu'au moment où il n'y en a pas ou où il y en a moins. C'est qui décide que les vannes sont totalement ouvertes à un certain moment, à moitié ouvertes à un autre, ou alors qu'on va charger plutôt la nuit? C'est moi, utilisateur de bornes électriques, ou alors c'est plutôt le fournisseur d'électricité? Alors on constate que l'utilisateur, son souci principal ou son intérêt principal, c'est de ne pas avoir à modifier manuellement trop de choses. C'est d'arriver, brancher sa voiture, la laisser charger, savoir qu'elle sera chargée au moment où elle doit l'être. Et donc finalement c'est plutôt un contrôle qui est aujourd'hui plutôt proposé par des acteurs extérieurs.
moyennant bien sûr parfois une rémunération de l'utilisateur, mais pas forcément direct. Ça peut être simplement indirect aussi. Si pour le réseau électrique, c'est moins cher grâce à ce système-là, ça veut dire qu'au final, le coût de l'électricité sera plus bas aussi, et donc l'utilisateur s'y retrouvera sur sa facture d'achat. Ces bornes électriques, elles sont déjà disponibles aujourd'hui ou alors c'est l'avenir à court terme ou à moyen terme? Alors les bornes sont disponibles. En fait, l'intelligence n'est pas forcément dans la borne d'ailleurs. On a des systèmes de commande qui sont plutôt centralisés et qui permettent de piloter par exemple un ensemble de bornes qui sont réparties. Par exemple, on a nos collègues aux Pays-Bas qui travaillent à Rotterdam. Il y a 10 000 points de charge qui sont répartis dans la ville et qui sont pilotés par un élément central qui tient compte du besoin des utilisateurs, du fait que certains ont déjà peut-être chargé plus que d'autres. Et donc, si à un moment donné, il faut réduire un peu la consommation, on le fera sur les véhicules qui ont déjà reçu une énergie suffisante, par exemple. À terme, le meilleur allié du réseau électrique, c'est la voiture elle-même. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste, ça. Mais une voiture électrique, une voiture en général d'ailleurs, elle est immobile à peu près 80-85% du temps. Ce qui veut dire que pour une voiture électrique, en fait, c'est essentiellement une batterie sur roue, donc on peut déplacer de temps en temps et qui sinon est une batterie stationnaire, comme on l'appelle. Une voiture électrique, c'est une batterie assez conséquente en termes de taille, et donc c'est une source de stockage utile. Un nombre important de voitures électriques, c'est un stockage important, donc qui peut permettre, en combinaison avec de la production décentralisée, par exemple, intermittente, comme je le disais, d'avoir cet effet de tampon. Et donc, d'absorber les pics à un certain moment et de redistribuer dans le réseau quand il y a besoin d'énergie en plus. Oui, alors redistribuer dans le réseau, ça c'est l'étape d'après. C'est effectivement, il y a quelques voitures qui aujourd'hui savent le faire et quelques bornes aussi. C'est pas encore généralisé, mais c'est ce qu'on appelle le véhicule to grid ou véhicule to building ou to home. Donc c'est la possibilité pour une voiture de renvoyer son énergie vers un consommateur. Ça, c'est un petit peu l'avenir des voitures électriques, des voitures en fait qu'on charge et puis qu'on peut décharger en chargeant par exemple sa cuisinière, son lave-vaisselle ou que sais-je. C'est un petit peu l'idée. Par exemple, c'est l'idée, c'est une des idées en tout cas. Ça peut être aussi de dire, je charge ma voiture en journée sur la production photovoltaïque et j'utilise une partie de cette énergie le soir en rentrant chez moi pour alimenter ma cuisinière. Il n'y a pas beaucoup de pertes au niveau des voitures. On sait que quand on charge, on perd un petit peu d'électricité. Quand on la décharge, on perd aussi un petit peu d'électricité. Est-ce que c'est encore rentable ? Alors il y a toujours des pertes, effectivement, dans tout processus de conversion d'énergie d'un état à un autre, il y a toujours de la perte. Effectivement, c'est un vrai sujet qui s'améliore au fur et à mesure, qui va encore s'améliorer parce qu'aujourd'hui, la borne bidirectionnelle, la voiture capable de renvoyer son énergie, c'est encore assez récent. Ce qui veut dire qu'il y a encore du progrès à faire dans le rendement global. Aujourd'hui, on constate que c'est déjà intéressant, mais il y a encore des choses qui peuvent être améliorées. Est-ce qu'il y a une oreille attentive au niveau des autorités par rapport à ces thématiques de développement des bornes des bidirectionnelles pour justement effectuer le tampon Alors, il y a un intérêt, effectivement, qui est plutôt aujourd'hui de l'ordre de la curiosité que d'une véritable volonté d'y aller, parce qu'il reste encore un certain nombre de questions par rapport à ça, notamment constructeurs auto, la garantie sur la batterie, si la batterie est utilisée pour d'autres motivations que le roulage, ça peut poser des questions aussi, donc ça a tendance à ralentir un peu aussi le développement. Il y a un sujet de type standardisation qui n'est pas encore complètement réglé, et donc oui, il y a un intérêt, il y a une oreille attentive, oui, mais on n'est pas encore à la... Ouais. Voilà, il reste des questions techniques. Super, merci à vous Laurent, il reste des questions, on sera là pour les poser. On se retrouve, j'allais dire la semaine prochaine, mais on se retrouve pas la semaine prochaine parce que la semaine prochaine c'est les vacances. On vous souhaite d'excellentes vacances et on se retrouve en septembre, même heure, même tram. Bonne soirée à vous.